Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, chers amis fidèles de la page Excel Algérie. C'est Salim, je suis revenu avec une nouvelle vidéo où je vais expliquer les principales fonctionnalités d'un outil que j'ai mis en place. Il s'agit de la gestion des stocks, des ventes et de la performance. Je le mettrai ensuite à disposition des personnes désireuses d'obtenir le fichier. Il suffira juste de m'envoyer vos coordonnées pour que vous puissiez le recevoir. Avant de commencer l'explication, j'aimerais rappeler que je propose une formation en e-learning, donc une formation à distance, via ma plateforme BMS Learn Academy. Comme vous pouvez le voir, on accède à la formation directement et on profite d'une formation best in class, très complète sur l'Excel avancé, avec, comme vous pouvez le voir, le contenu sur 18 chapitres. Et puis on accède via le bouton Continue Learning. Et comme ça, on obtient l'ensemble des vidéos ainsi que les fichiers avec une structure très bien faite où chacun pourra profiter de cette formation pour devenir professionnel du sujet. À savoir que la formation a été lancée il y a un peu plus de 30 jours et que bon nombre de personnes ont fait confiance et ont accédé à cette formation comme vous pouvez le voir. Alors, ceci dit, on se penche maintenant sur cet outil. Donc, comme vous pouvez le voir, cette feuille représente la feuille du sommaire où on a des boutons qui représentent des liens où on peut cliquer, ainsi que des feuilles. Donc, c'est réparti sur 3 parties. Donc, la première partie, c'est les feuilles de saisie. La seconde, ce sont des feuilles de reporting. Et en dernier, ce sont les feuilles annexes. J'explique aussi sur la feuille sommaire quelles sont les spécificités de chaque feuille et ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire. Car le fichier est assez rempli de VBA et de programmation, donc il est préférable de ne pas changer quoi que ce soit. Soit la disposition des lignes, des colonnes, des formules, afin de ne pas altérer le bon fonctionnement des formules. Donc on commence par la première touche fournisseur. Si on clique dessus, on obtient un formulaire à remplir. On a aussi la touche article pour les articles qu'on va insérer et la touche client. Donc on va prendre un petit exemple. On va commencer par créer le premier fournisseur. Donc le type, on va prendre peut-être une centrale d'achat, pourquoi pas. On va essayer de trouver un nom à cette centrale. Par exemple, Art Distribution. D'accord. On va attribuer un numéro de téléphone, 07 97 600 240. La date de création. Voilà. Le numéro d'RC. Le NIF. Le statut. Actif. Pour dire que c'est un fournisseur qu'on vient d'activer. La raison sociale, peut-être une salle. L'adresse, on va mettre chemin des Crêtes, Draria, Alger. L'adresse mail, on va mettre contact @artdistribution.com. Voilà. Donc ici, on a saisi l'ensemble des champs. On clique sur ajouter. Voilà. Dès qu'on clique sur ajouter, le nouveau distributeur s'ajoute automatiquement à la liste, comme vous pouvez le voir. Et c'est un produit actif, donc il se met à la 8e ligne. Si on a envie de changer, par exemple mettre à jour, on n'a qu'à double-cliquer ici et on change. Par exemple, on s'est trompé, c'est pas une SARL, c'est une URL peut-être. On clique sur mettre à jour. Voilà. Comme ça,
la raison sociale change de Sarl vers Earl. On clique sur enregistrer. Et puis, les données sont enregistrées. On a un message box qui s'affiche. On clique sur OK. Maintenant, on passe vers la création des articles. Donc, le nom du fournisseur, on vient de le créer à l'instant. Donc, on va le trouver sur la liste déroulante, normalement. Il faudrait qu'on patiente un petit peu, le temps que ça se charge. Voilà. Voilà, il est là. Art distribution. Type d'article, on va prendre produit fini. Catégorie, on va mettre peut-être biscuiterie. Sous-catégorie, on va choisir gaufrette. La marque, on va opter pour Axia. Donc, les listes déroulantes que vous voyez, ils proviennent tous d'une feuille qui s'appelle Drop List. On verra après la logique derrière. Le statut actif. L'unité de mesure, c'est-à-dire le poids en grammes. On va dire que notre produit pèse 90 grammes. La forme. Donc la forme, vous savez que chaque produit fini a une forme différente, soit en pièces, en comprimé pour les médicaments par exemple, en bouteille pour les flacons, les bouteilles pour l'eau minérale par exemple, les flacons pour les sirops ou les confitures peut-être, les pages par exemple pour les cahiers, pour les livres, unité pour unité, c'est-à-dire par exemple une pièce de gruyère, une grosse pièce, donc c'est une unité de gruyère par exemple. Donc là je vais mettre en pièces par exemple, voilà. Donc le produit fini, gaufrette, il y aura 36 pièces par unité. Le packaging secondaire, donc par exemple, chaque produit fini, il a plusieurs types de packaging. Donc on a le packaging primaire, donc c'est la dernière unité que le consommateur va acheter. Donc pour cet exemple, un paquet de gaufrettes, il contient 36 pièces dedans. Par exemple, hein, c'est juste un exemple. Donc c'est quoi le packaging secondaire? C'est le packaging intermédiaire entre le carton et le produit fini. Par exemple, on va prendre l'exemple des cigarettes. On a un paquet de cigarettes qui contient 20 unités. Ce paquet de cigarettes, le packaging secondaire, c'est la cartouche qui contient 10 paquets de cigarettes. Ensuite, après la cartouche, on a le carton qui contient 10 cartouches par exemple. Donc, on va dire que le packaging intermédiaire va contenir 10 paquets de gaufrettes. Ensuite, le carton va contenir aussi 10 packaging intermédiaires. Donc, le carton va contenir en réalité 100 unités de gaufrettes. Vous voyez, parce que le packaging tertiaire contient 10 packaging secondaires et chaque packaging secondaire contient 10 unités de gaufrettes. La palettisation, c'est le nombre de cartons que contient une palette. Donc on va mettre peut-être 120 cartons. Voilà. On n'oublie pas de mettre la date de création. On va choisir peut-être juin. Ici, la dernière information à saisir, c'est la désignation. Donc on a mis une consigne, les bonnes pratiques de nomination des produits. Donc on commence peut-être par la sous-catégorie, ensuite la marque, la variante, le poids, et puis divers. Donc par exemple, on va mettre gaufrette, la marque c'est Axia, la variante c'est le goût, peut-être, par exemple. Ensuite le poids, c'est 90 grammes, on a déjà spécifié. Divers, on peut rajouter une note spécifique, divers, par exemple, c'est un gaufrette spécial fraise, mais spécialement pour la saison du Ramadan. On va mettre Ramadan pour pouvoir le reconnaître parce qu'il a une possibilité d'avoir un packaging spécifique. Ensuite, la SKU référence, vous voyez ici, ce code, il s'est inséré
systématiquement ou automatiquement. Alors, il nous donne 7 pour nous dire que sur l'ensemble de la liste des produits existants déjà, qu'on a déjà dans notre base de données, cette référence, la dernière référence était la 7e référence pour la catégorie biscuiterie. Donc, qui commence avec le B. Si on fait le compte, donc on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc cette référence déjà existante, donc on part sur la 8e. On met 8. Et on clique sur Ajouter. Voilà. Voilà. Et là, on remarque que le produit fini vient de se rajouter. Donc, Art Distribution, gaufrette, biscuiterie, et on a l'ensemble des informations. Comme je vous l'ai dit, si on a envie de faire une modification, on double-clique et on change. Et on clique sur Mettre à jour. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. On clique sur Enregistrer. Voilà, données enregistrées, et on sort. Ensuite, il nous reste le client. On a déjà des clients qui existent, mais pour l'exemple, on va choisir un nouveau client. Donc on va mettre cette fois-ci détaillant. Raison sociale, SNC par exemple. Numéro d'RC du client, on va mettre un chiffre aléatoire. Voilà. Le nom du client, on va mettre If Jamil par exemple. Numéro de téléphone aléatoire. Date de création, on va choisir. OK. Adresse. On va mettre l'adresse du client. L'adresse mail. Voilà. Et on insère le statut actif. Et là, on obtient automatiquement un code. À la différence de la liste des articles, où on intervient sur le code, pour les clients, on n'intervient pas sur le code, il est généré automatiquement. C'est un code alphanumérique, donc C pour client, D pour détaillant, et 7, c'est le 7e client sur la liste. Donc, effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 clients qui existent déjà sur notre base de données, et celui-là est le 7e. On clique sur Ajouter. Voilà. Voilà. Et le client va être rajouté directement. Voilà. Abdelatif Jamil, il est là. Détaillant. On clique sur Enregistrer. OK. Pourquoi ce client ne se place pas en dernier et se place à la 5e position? Parce qu'il y a un classement systématique selon l'ordre actif ou inactif. Voilà. Donc on reclique encore si on a oublié sur Enregistrer. Et on a donné enregistré. C'est OK. Donc on a créé un fournisseur, les articles relatifs à ce fournisseur, et on a créé un client aussi. On va poursuivre vers la prochaine étape qui est la définition du prix d'achat de cet article. Donc, Purchasing Price. On atterrit sur cette feuille Purchasing pour dire achat. Donc, nous sommes les clients. On a notre fournisseur qu'on a nommé Art Distribution. On va acheter des articles sur ce fournisseur. Donc, on doit d'abord définir les prix. Donc, on commence par effacer la liste actuelle. Cliquez sur Active Items. Active Items vont nous générer les produits qui sont actifs. On se rappelle du produit qu'on vient de créer. C'était gaufrette Axia fraise Ramadan. Il est là.
on le retrouve. On va lui attribuer un prix d'achat. Notre fournisseur nous dit que le prix d'achat il est de 12 euros, par exemple, ou 12 dollars, ou peu importe la devise. Ensuite, on élimine les vides, on clique. Comme ça, on a directement l'article qu'on vient d'attribuer un prix. On clique sur calculer. Directement, il va nous attribuer la date, qui est la date d'aujourd'hui, avec une liste déroulante d'observations. Donc, est-ce que ce prix il est lié au marché, donc c'est le prix actuel, lié à une pénurie mondiale, à une problématique d'importation, peu importe la raison. Donc on met marché, ok, et on clique sur exporter. Dès qu'on clique sur exporter, on a cette fenêtre qui s'affiche, données exportées vers purchasing price final. On revient vers summary. On peut, sur les feuilles annexes, explorer le nouveau prix qu'on vient d'introduire. On clique sur purchasing price final, voilà, et là notre produit gaufrette Axia fraise, 12 euros, à la date du 14/5/2023. La raison, c'est le marché. Donc on a déjà une liste qu'on avait déjà définie bien avant, et là c'est la nouvelle mise à jour. Voilà, on revient vers summary. La prochaine étape, c'est de définir le prix de vente. Donc on part sur selling price. Pareillement que sur la feuille purchasing price, on va effacer les données. On va cliquer sur active items pour nous générer la liste des articles qui sont actifs. Ici on retrouve notre produit et on va établir la liste des prix selon notre catégorisation ou segmentation des clients. Donc, on avait dit que le client qu'on avait créé récemment était un détaillant. Donc, chaque client a un prix spécifique par rapport au produit. Donc, si on vend par exemple au producteur, donc on achète à 12 dollars, on va lui vendre à 15 dollars par exemple. Pour un grossiste, on va vendre à 17 dollars. Pour une centrale d'achat, on va vendre à 20 dollars. Pour un détaillant, ça sera 25 dollars. Voilà, on a défini les différents prix. Maintenant, on élimine les vides. On clique ici. Voilà. Et on clique sur calculer. On obtient la date et l'observation. Aussi, pour les prix de vente qu'on applique, on doit définir une raison pourquoi on applique ces prix. Est-ce que c'est les prix normaux, donc c'est les prix du marché? Est-ce que, par exemple, s'il y a une hausse, on va définir la raison de la hausse, coût matière, pénurie, etc. Donc avant d'exporter, j'aimerais revenir pour expliquer les listes déroulantes. On revient vers Summary. On part sur une feuille annexe, Drop List. Et là, on a l'ensemble des listes déroulantes, soit celles qu'on voit sur les formulaires, ou bien celles qu'on va voir sur les feuilles annexes des différents fichiers. Donc ici, les observations sont là. Si on a envie de modifier, il faudrait revenir juste ici et rajouter une nouvelle observation. Par exemple, je vais mettre pour le selling price, donc on a marché, coût matière, pénurie. On pourrait rajouter aussi force majeure, par exemple, il y a eu un tremblement de terre, un problème mondial. Et on revient sur notre page, donc selling price, et on va voir ici, la liste déroulante, qu'il y a une nouvelle raison, force majeure. Vous voyez, on reclique sur marché, c'est bon. On clique sur export. On a une petite fenêtre qui s'affiche, données exportées vers selling price. On revient vers summary, pardon. Maintenant, on va vers selling price final pour voir l'input ou la mise à jour qu'on vient d'inclure. Voilà. Et bien, notre produit est bien présent, gaufrette, goût fraise, avec les prix qu'on a attribués et la raison, ainsi que la date. On revient vers sommaire. Donc jusque-là, tout se passe bien. Maintenant, pour le client, on va lui attribuer une remise si ce client y bénéficie d'une remise.
Donc logiquement non, parce qu'on vient de le créer. Généralement, les remises sont faites soit pour des raisons d'objectif, soit pour fidéliser le client, peu importe la raison. Ce client est nouveau, on va lui attribuer une remise quand même. Donc on clique sur remise. Pareil, comme sur les listes de purchasing price et selling price, on obtient cette liste, cette fois-ci, non pas des articles, mais des clients. La même logique, on clique sur effacer. Les datas qui étaient enregistrées sont effacées. On clique sur active customers ou active clients. Et là, on obtient les clients récemment introduits, et notamment Abdelatif Jamil. Voilà, c'est un détaillant, vous voyez son statut. Du coup, on renseigne, le taux de remise pour ce client sera, par exemple, de 4,5%. Voilà, 4,5%. Alors, on clique sur... là, on va définir la durée de la remise. Jour de remise. Est-ce que ça va durer 5 jours, 1 mois, 30 jours? Pas durée, donc on spécifie en jours. Par exemple, on va mettre 60 jours. OK. On élimine les vides. Comme ça, on n'obtient que le client choisi. On clique sur calculer. Et là, on obtient la date de début de la remise et la date de fin de la remise qui est égale au 14 mai 2023 plus les 60 jours. Donc la remise va expirer le 13/7/2023 et on obtient aussi les observations, comme vous pouvez le voir. J'essaie de zoomer un petit peu. Voilà les observations, fidélité, objectif, écoulement de stock. Pareil, si on veut modifier les observations, on n'a qu'à revenir vers la feuille drop list et on revient sur la liste observation remise et on ajoute une nouvelle observation si on le souhaite. On revient sur le sommaire et là on revient sur remise et on choisit par exemple objectif et là on va cliquer sur exporter. On a un petit message qui s'affiche, données exportées vers remise. On clique sur OK et on clique sur summary pour revenir au sommaire. Donc jusque là on a créé le fournisseur, on a créé l'article, créé un client, attribué le prix d'achat de nous vers le fournisseur, le prix de vente de nous vers nos clients, les remises qu'on attribue aux clients. Maintenant, on va passer notre première commande vers notre fournisseur. Donc, on part sur bande de commande. Et là, on obtient cette feuille qui représente un canevas ou bien un modèle de bande de commande avec, comme vous pouvez le voir, les détails de notre entreprise ainsi que le fournisseur. Donc ici, on a juste à changer sur la liste déroulante. On va passer de ce fournisseur vers notre fournisseur récemment introduit, qui est Art Distribution. On le retrouve systématiquement dans la liste déroulante. Et voilà les informations relatives à ce client qui vont s'afficher. Vous vous rappelez, on avait mis chemin d'écrit de l'arrière. On a l'ensemble des informations qui vont s'afficher systématiquement. Très bien. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à modifier le bon de commande. On va cliquer sur Update. Alors, en cliquant sur Update, on va obtenir la liste des produits actifs relatifs à ce client. Comme vous le savez, on avait créé un seul article, gaufrette Axia fraise, pour ce fournisseur Art Distribution. Qu'est-ce qu'on a encore sur ce bon de commande? On a aussi le numéro du bon de commande qui va être généré systématiquement, ainsi que la date d'aujourd'hui. Donc, comment est généré le numéro de bon de commande? Donc, il y a une formule, comme vous pouvez voir sur le ruban, B pour signifier bon de commande, ainsi que 5 0, et puis il y a une dernière formule, tranc W1. W1, c'est la cellule qui est ici. Voilà. Donc cette cellule, elle représente
une formule aussi qui va comptabiliser le nombre de bons de commande unique, à valeur unique. Et voilà. Donc, il y a une incrémentation qui nous génère cette référence. Ainsi, on obtient notre bon de commande. Et puis, voilà le total, la TVA et le total TTC et le montant du bon de commande. Donc maintenant, il nous reste à remplir les quantités. Par exemple, on va commander 300 unités. On clique sur les formules qui sont juste là. On les colle et puis on change la couleur vers le noir. Ainsi, on obtient les prix des produits. Donc, vu que on a 12 euros, on va vérifier si c'est effectivement le prix est correct, prix d'achat. Donc, on revient sur sommaire, purchasing price. Effectivement, c'est 12 $. Voilà. Voilà, donc on obtient le total hors taxe et le total TTC ainsi que le montant de chiffres vers le montant en lettres. Donc 8204 pardon, dinars. Une fois on a terminé le bon de commande, on clique sur export. Et on va remarquer qu'un petit message va s'afficher, bon de commande enregistré, c'est bon. On revient vers sommaire. Ensuite, on part sur les feuilles annexes, bon de commande finale, pour voir si notre bon de commande est bien présent. Et voilà, on remarque effectivement notre bon de commande est présent. Donc, comme vous pouvez le voir, gaufrette, Axia, fraise, 90 grammes. Unité commandée 300, le prix 12 $, le total c'est 3600, total en hors taxe bien sûr. On revient vers le sommaire. Maintenant, on doit établir un devis de vente pour vendre. Donc avant de vendre, il faudrait d'abord recevoir la marchandise. On est bien d'accord. Pour pouvoir émettre un devis ou vendre ou facturer, il faudrait avoir cette marchandise. On va considérer que Art Distribution a livré. Donc pour ce faire, il faudrait recevoir la marchandise en stock. On part sur réception. On va effacer les articles présents, éliminer les lignes vides, réactiver les articles. Voilà. Et on va chercher sur la colonne A, Art Distribution. Voilà le produit. Donc sur les 300, on va dire que on a reçu 300 unités. Sur les 300 unités vendues, il y en a malheureusement 5 qui sont avariés. Donc la colonne I représente les produits qui sont avariés. On va dire qu'on a 5 produits avariés. On élimine les vides. Voilà. On clique sur calculer. Ça va nous générer le nombre de quantités vendables. Donc c'est 300 moins 5. Le stock qui sera vendable, ça sera 295. Et là, on va spécifier le bon de commande. Donc, on revient sur sommaire. Bon de commande final. C'était le B. Voilà, on le copie comme ça. On revient. Réception. On va dire que effectivement, le bon d'achat ou le bon de commande qu'on a émis, B008, a été reçu. Et puis, la facture du client, on va établir, suite au document qu'on va recevoir du fournisseur, on va savoir quelle est la facture. Donc, on va faire INV pour invoice. C'est juste un petit exemple, 510. Là, c'est la référence facture du fournisseur. C'est bon, maintenant on clique sur exporter. On aura une petite fenêtre qui va
afficher, données exportées vers réception, OK. On clique sur sommaire et on revient vers les feuilles annexes, réception finale. On va vérifier. Effectivement, l'article gaufrette, 300 unités, reçu, 5 qui sont avariés, donc impropres à la vente. Donc on a 295 qui sont vendables. Et voici les références restantes, le numéro de bon de commande et la facture. On revient vers sommaire. Une fois avoir reçu la marchandise, elle va rester stockée chez nous peut-être une semaine, 2 semaines, peu importe. Et suite au stockage, on va remarquer qu'on a des obsolescences. Peut-être la marchandise, elle commence à expirer. Peut-être il y a eu un incident dans notre espace de stockage, dans notre entrepôt, ou peu importe la raison. Donc on obtient des obsolescences. Donc on a une feuille, obsolescence, où on va essayer de reporter ou bien enregistrer l'ensemble des obsolescences qui sont apparues sur notre stock. À la différence de avarié, on avait dit que à la réception. Donc, quand on procède au contrôle de la marchandise à la réception, on va remarquer que l'intégralité de la marchandise n'est pas vendable. Donc, on a peut-être 5, 10 pièces qui sont cassées, dues à la manutention, ou bien ils sont arrivés cassés de chez le fournisseur, ou bien le transporteur. Et là, obsolescence, c'est autre chose. C'est un avarié, ou bien une obsolescence qui s'est produite une fois la marchandise disponible dans notre stock. Peut-être un problème de stockage, peu importe la raison. Donc ici, on va reporter, effacer, on va éliminer les vides, on va régénérer Active Items. Voilà. Ici, gaufrette, on va dire que on a eu 20 obsolescences. On élimine les vides. Et puis on fait calculer. Voilà. Et là, on a la liste des raisons. Donc je zoome un petit peu. Puissiez voir. Donc la raison, c'est peut-être cassé. Voilà. C'est des produits qui se sont cassés. Et puis on clique sur export. Données exportées vers obsolescence finale. On revient vers le sommaire. Obsolescence finale. Et là, on remarque que notre produit, gaufrette, 20 unités, la date du 14 mai 2023, sont effectivement cassées. Donc là, on a tout le reporting lié aux obsolescences. On revient vers notre sommaire. Maintenant, on va renseigner les prévisions des ventes. Donc on part sur prévision des ventes. Là, on a la liste de nos produits, l'ensemble de nos produits, les items, les articles. Et là, nous avons les mois, donc du 1er janvier 2023 jusqu'au 1er décembre, pardon, 2023. Donc, c'est une année. Ce sont les prévisions, ou bien les objectifs, ou bien les forecasts, chacun comment il les nomme, par rapport à chaque produit et à chaque mois. Donc là, ça va nous servir pour suivre notre performance. Donc les ventes versus les objectifs. On revient vers le sommaire. Donc jusque là, on a établi notre bon de commande pour le fournisseur. On a reçu notre marchandise. On a vérifié qu'on avait eu des avariés et des obsolescences. On les a saisis. On a aussi reporté nos prévisions des ventes. Maintenant, on va établir un devis pour le client. On a une commande, donc on va enregistrer cette commande. On clique sur devis, donc la page sommaire, devis. Il va nous mener directement vers cette page. OK. Pareil, on a les renseignements de nous autant que autre entreprise. Et ici aussi, on a les renseignements du client. Donc, le client qu'on avait créé, c'était Abdelatif Jamil. On le choisit. Et là, on obtient l'ensemble des détails relatifs au client. Maintenant, on clique sur Update.
Alors, Update va faire en sorte à effacer tous les enregistrements à partir de la ligne numéro 24 vers le bas. D'accord? Donc, du coup, on va établir le devis pour l'article gaufrette. Voilà, c'est ça. Donc, on va avoir directement la référence qui va s'afficher grâce à une formule. Et puis la quantité, on va mettre par exemple 150 unités. Et le prix, comme vous l'avez remarqué, il s'affiche directement 25. Ainsi que le numéro du devis. Le numéro du devis, il suit la même logique comme le numéro du bon de commande. La date, c'est la date d'aujourd'hui. Et le prix, on va voir la logique derrière. Donc ici, on a toute une formule matricielle qui va capturer la dernière input, c'est-à-dire le max par rapport à la date. Donc, il va prendre, s'il y a plusieurs enregistrements des ventes, plutôt du prix de vente pour cet article. Par exemple, une mise à jour du 14, une mise à jour du 20 mai, une autre du 1er juin, etc. Lui, il va prendre la dernière mise à jour. Donc, la date la plus récente. Et puis, il va chercher la catégorie du client. Comme on avait dit, il y a plusieurs catégories. Donc, producteur, détaillant, etc. Et chaque catégorie, elle a un prix spécifique. Lui, il va juste savoir à partir du nom du client. Il va savoir la catégorie. Il va nous l'afficher ici, juste à droite. Donc là, sur la droite, c'est des cellules d'aide, on va dire des helpers qui vont nous aider. Donc ici, vous voyez détaillant. C'est un détaillant, effectivement. Et le prix, il est de 25. On peut revenir sommaire. On revient vers Selling Price Final pour vérifier. Donc, pardon, c'est le Selling Price Final, oui, c'est ça. Pour gaufrette, donc pour les détaillants, c'est 25, effectivement. On revient vers notre devis et on conclut que le prix est correct. Et on obtient le total. Il y a aussi un autre point par rapport aux remises. Ici, on a notre remise 4,5. Pareil, c'est la remise la plus récente s'il y a plusieurs dates. Donc, il va prendre l'intervalle par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc, si le devis il est émis à la date du 14 mai, et puis les remises, on va revenir vers remise finale. Et on va remarquer qu'il y a un intervalle entre le 14 et le 13 juillet. On va revenir vers le sommaire. On revient encore une fois vers le devis. On va changer, on va prendre par exemple une date qui est autre que le 14 mai. On va prendre la date du 14 mai moins 3. On va remarquer que la remise, elle est à 0. Donc, parce que on loupe l'intervalle qui commence de la date du 14 mai. Vous voyez? Voilà. Et puis, voilà, on obtient ici le total. Cela ne sont pas des cellules, ce sont des formes, donc shape en anglais. Et puis, on obtient aussi le montant total en lettres, 4261 dinars. Voilà. Ok. Maintenant, on clique sur Export. Voilà, devis enregistré. On revient vers sommaire, devis final. Donc sur la partie devis final, vous remarquerez que le devis est bel et bien présent. Donc la référence, l'article, la quantité 150, le prix 25 et le total en hors taxe, le numéro du devis, la date ainsi que le nom du client. Donc les champs qui sont importants à retenir. Cette partie en rouge, jusque-là, on va la laisser vide et on va y revenir pour comprendre. Donc, pour comprendre, il faudrait savoir que
avant de valider une commande, il faudrait être sûr que la quantité en stock couvre cette commande. Donc, au fur et à mesure qu'on enregistre des devis, par exemple dans une journée, la journée du 14, on aura enregistré 20, 30, peu importe le nombre de devis, il y a certainement une répétition des articles qui va s'opérer. Par exemple, gaufrette, il va être commandé par plusieurs clients. Donc la somme, la totalité de ces quantités, on doit les comparer avec notre stock disponible. Donc, pour ce faire, cet exercice, on l'appelle le cut-off. Donc, par exemple, une centrale d'achat, un dépôt, un distributeur, il doit capturer l'ensemble des commandes, ensuite faire un point d'arrêt, contrôler si la totalité des commandes est couverte par le stock, ensuite, il pourra valider ces commandes ou bien faire une révision des commandes. On va voir, on va cliquer sur Cut-off. On peut y accéder soit sur ce point, ici en cliquant, ou bien à partir d'ici directement, Cut-off. Voilà, on atterrit sur cette feuille. Donc cette feuille, elle va représenter le cut-off, donc l'ensemble des articles. On va cliquer sur Active. Voilà. Il va nous générer les articles. Il va capturer la quantité du devis. Il va aussi capturer le stock qui est disponible. Ici, il y a une petite erreur. Je corrige. Voilà. Il va faire une comparaison, une évaluation entre le stock qui est disponible et le devis. D'accord? Donc, on va revenir sur le stock disponible aussi pour que vous compreniez le fonctionnement. On va revenir au sommaire. La feuille stock. Donc, cette feuille, elle représente l'ensemble des articles. Pareil, on clique sur Active. On va régénérer l'ensemble de la liste des produits actifs. Ici, on a notre produit gaufrette. Donc, on a reçu effectivement 295. Pour l'instant, on n'a fait qu'un devis. On n'a pas encore livré. Vous vous rappelez de la feuille devis final où j'ai dit qu'on laisse en dernier cette partie. Donc, on va mieux comprendre pourquoi. Ici, on a l'ensemble des obsolescences. Et là, le stock disponible qui est un calcul fait, donc, les réceptions, total des réceptions, moins total des livraisons, moins les obsolescences. Donc, les obsolescences, c'est un stock qu'on ne pourra pas vendre. Ici, on a les dates, donc start date et end date. Par exemple, on veut faire un intervalle entre les quantités reçues, les livraisons et les obsolescences et le stock disponible pendant un intervalle. Donc, on va cliquer ici. On va dire entre le 10 et le 14. On clique OK, on va remarquer que ça change. Pourquoi? Parce qu'il va prendre uniquement la totalité des réceptions entre cet intervalle. Voilà, donc on clique sur début pour revenir vers le calcul normal. Donc la date de départ, elle va changer, elle va être sur le 8 mai 2023. Voilà. Donc ici, on a la consommation, la couverture et la stock policy. Pour l'instant, on laisse vide. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore renseigné le prévisionnel des ventes pour le produit gaufrette. On aura une feuille dédiée spécialement pour la prévision de vente. Pour l'instant, on va revenir au cut-off. Donc, cut-off. Ici, on va remarquer que le devis réalisé à la date du 14 mai versus le stock disponible. Donc, l'évaluation, elle nous dit que on a assez de stock pour pouvoir valider le devis. Donc, la quantité en stock, elle couvre la quantité du devis. Donc, on part sur révision et on valide la livraison. Donc ici, on glisse pour régénérer la remise et le total, encore une fois. On va mettre le statut livré et on va glisser la date. On aura la date du 14. Maintenant, le stock est livré. On revient vers le sommaire, vers le stock. On va remarquer ici, sur la colonne livraison, que le stock a été livré et les 150 unités ont été
livré. Maintenant, il ne nous reste plus que 125 unités en stock. Maintenant, on part sur le volet prévision des ventes. Voilà, prévision des ventes. On remarque ici le produit gaufrette du fournisseur Art Distribution manque. Donc on revient vers le sommaire. On va chercher la liste des articles, item list, et puis on va copier l'ensemble de cette partie, CTRL-C, on revient vers prévision des ventes. Cette partie, je l'ai laissée manuelle, j'ai pas voulu l'automatiser pour ne pas perdre les données qui sont rentrées manuellement. Ici, il n'y a pas de formule du tout sur cette partie. Donc on va générer un prévisionnel de vente aléatoire, on va dire entre 100 unités jusqu'à 250. Entrée, et on glisse. Cette formule va nous générer des chiffres aléatoires entre un intervalle de 100 jusqu'à 250. On fait un CTRL-C, on écrase avec les valeurs. On revient vers le sommaire, puis on revient vers le stock. Et là, on remarque la quantité prévisionnelle de consommation, elle a changé. Maintenant, on obtient 198 pour le mois de mai. On va vérifier si c'est effectivement le bon chiffre. On revient vers prévision de vente. Fraises, mois de mai, c'est la colonne L. Et là, on a les 198. Pardon, on revient vers le sommaire, stock. Du coup, les 198 qui sont là, c'est correct. Ici, on a la couverture en jour. Voilà. Donc, pour les quantités ici de couverture, ça représente le stock disponible en le comparant sur le reste des prévisions de vente. On obtient, par exemple, pour le premier article, on consomme 206, on a en stock 148 unités. Donc, le produit de la division 148 sur 206, il va nous donner 21. 21, bon, on aura multiplié fois 30,5 pour avoir une moyenne des jours. Et là, on obtient 21 jours de vente disponibles en stock. Pour le produit gaufrette, on aura presque 20 jours disponibles en stock par rapport au prévisionnel de consommation. Ici, on a la stock policy. Donc ici, c'est le seuil d'alerte quand les cellules se colorient en rouge. C'est en dépendance avec les chiffres qui sont sur la colonne M. Donc pour chaque article, on va attribuer un seuil minimal de couverture en jour. Pour dire que si on arrive à ce seuil ou bien en dessous, il faudrait nous alerter avec un code couleur rouge. Voilà. Par exemple, ici, c'est en blanc, c'est safe, c'est sécurisé. Si on met 19 jours de safety stock, ou de stock policy, on aura toujours la couverture qui n'est pas coloriée en rouge. Par contre, si on met 20 jours, là, on aura dépassé, donc on est en dessous du seuil limite de la quantité à avoir en stock. Voilà, donc on va remettre le 5 pour dire que pour ce produit, uniquement 5 jours exigés en stock. Et là, on aura notre revue de stock. Voilà, avec les réceptions, les livraisons, les obsolescences, le stock disponible, la consommation, qui est tirée directement du tableau prévision de vente, les niveaux de couverture, et puis la stock policy qu'on rentre manuellement. Ici, on pourra rajouter d'autres colonnes, par exemple, pour dire la date prévisionnelle de rupture de stock, par exemple. On peut rajouter date rupture stock, par exemple. C'est une autre colonne. Alors, dans ce cas-là, on va mettre la date d'aujourd'hui plus la couverture. Voilà. Donc, c'est ça. Et ça, on va verrouiller avec $. Puis, on va glisser. Donc, il ne faut pas faire attention pour les dates qui sont en rouge parce que ça va nous donner une date antérieure.
on a en minimum, plutôt en négatif, pardon. Voilà, donc les dates en négatif, faut pas faire attention. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un stock négatif dû à des problèmes de configuration. Quand j'ai préparé cet outil, j'ai oublié de rajouter assez de stock pour chaque article pour éviter ces points négatifs. Voilà, il ne faut pas faire attention. Pour les autres points, voilà, on obtient des dates prévisionnelles de rupture, à titre d'exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie stock review. On revient vers le sommaire. La dernière partie, c'est la performance, donc le dernier chapitre. On clique sur performance. Et là, on obtient un tableau qui contient des articles, les ventes réalisées, versus les objectifs et la performance en pourcentage. Très bien. Donc on va encore cliquer sur Active Items pour régénérer les articles qui sont actifs. On obtient un nouvel article qui a été introduit. Et là, on glisse vers le bas. Voilà, de cette manière. Et là, on obtient les 150 livrés, vendus. L'objectif du mois qui est de 198. Et le pourcentage, donc, on a atteint 75% des ventes. Voilà, on a atteint 75% des ventes. Pour la globalité, donc pour le total général de tous les articles, on a ici un tableau récapitulatif. Donc les ventes, 320, effectivement, on a réalisé 320 ventes. Les objectifs total, c'est 3916, effectivement. Et puis le pourcentage du réalisé, c'est presque 9%. Le trend, c'est la tendance. Donc, si on continue à vendre à ce rythme-là, à la fin du mois, on n'aura fait que 19% de l'objectif. Donc, pourquoi? Parce que pour l'ensemble des autres produits, on est très en dessous des objectifs. Voilà. Donc ça, c'est la feuille Sales versus Objectif. Donc, suivi de la performance. On revient au sommaire. Et puis, on peut rajouter d'autres types d'analyse comme on le souhaite. Par exemple, comparer les bons de commande avec les réceptions pour suivre la performance des fournisseurs. Voir la performance des ventes par rapport aux objectifs et l'impact du prix, s'il y a des hausses de prix. C'est pour ça que sur ce fichier, on enregistre chaque mouvement, chaque transaction, elle est enregistrée sur les feuilles annexes pour sauvegarder l'historique et pour revenir vers l'information si on le souhaite. Donc voilà, je vais partager ce fichier avec les personnes souhaitant l'avoir. Merci pour le suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je m'excuse pour la longueur de cette vidéo. Merci pour le visionnage. Au revoir et à bientôt.